sommaire de cette édition, une équipe de l'UNICEF vient de rentrer de Mbandaka, en République démocratique du Congo, où ils ont filmé une campagne de vaccination dans une communauté touchée par le virus Ebola. Les usagers des transports en commun franciliens réagissent gare Saint-Lazare à Paris au 23e jour de grève contre la réforme ferroviaire. Et puis les dirigeants sud- et nord-coréens se sont rencontrés ce week-end dans le but de sauver le sommet Kim-Trump. Voilà ainsi présenté l'ossature de cette édition. À toutes et à tous, bienvenue. On démarre par le Tchad où les syndicats ont appelé à une grève illimitée dans la fonction publique ce lundi. Les grévistes exigent le paiement du salaire intégral des agents de la fonction publique comme conclu lors d'un accord signé à la mi-mars avec le gouvernement. En effet, l'accord avec le gouvernement prévoit le retour à un salaire intégral à la fin mai. De son côté, le gouvernement affirme être en train de régulariser cette situation. Pour rappel, depuis le mois de janvier, les employés de la fonction publique ne perçoivent plus leurs primes et indemnités en raison de tensions budgétaires. Pendant ce temps, en Guinée, le nouveau Premier ministre Ibrahima Kassori Fofana a formé son gouvernement sans changement majeur par rapport à celui de son prédécesseur Mamadi Youla. C'est ce qui ressort d'un décret lu dans la nuit de samedi à dimanche sur les médias d'État. Le gouvernement d'Ibrahima Kassori Fofana, membre de l'équipe sortante et directeur de campagne du président Alpha Condé lors de sa réélection en 2015, comprend 33 ministres selon le test. Je le disais en titre, une équipe de l'UNICEF vient de rentrer de Mbandaka en République démocratique du Congo. Elle y a filmé une campagne de vaccination dans une communauté touchée par le virus Ebola. Les détails. La campagne de vaccination à Mbandaka, qui utilise un vaccin non homologué, s'adresse uniquement aux premiers intervenants et à toute personne qui a été en contact avec des personnes infectées par le virus Ebola, ainsi qu'au contact de ces contacts. La grande mission que nous avons, donc en communication pour le développement ici, avec UNICEF, c'est pour arriver à mobiliser la population autour de la vaccination. Donc nous entrons dans le ménage, des contacts pour leur parler de la vaccination qui arrête la chaîne de transmission. Nous leur parlons de l'avantage de la vaccination, nous leur parlons de ce qu'ils doivent se faire, comment ils doivent se comporter, et enfin, les amener au site des vaccinations pour se faire vacciner. C'est l'essentiel du travail que nous sommes en train de faire sur le terrain. L'épidémie d'Ebola s'est déclarée le 8 mai à Bikoro, à 600 km au nord de Kinshasa, à la frontière avec le Congo-Brazzaville. Elle s'est ensuite propagée à la ville de Mbandaka, peuplée de 1,2 million d'habitants. À Madagascar, l'opposition et les pro-régimes ont tenu chacun 2 rassemblements dans la capitale ce week-end. Leur réaction fait suite à la décision de la Haute Cour constitutionnelle de maintenir le chef de l'État en place et a donné 10 jours au parti pour trouver un accord. Sans quoi, sa décision rentrera en vigueur. Laquelle décision prévoit que, passé le 4 juin, le président de la République malgache aura 7 jours pour dissoudre le gouvernement actuel et nommer un nouveau Premier ministre de consensus, puis 7 jours de plus pour former un gouvernement de consensus. Reportage. Madagascar est sujet à une crise sociopolitique sans précédent. Depuis le 21 avril, les députés de l'opposition battent le pavé, descendant quasiment chaque jour dans les rues avec quelques centaines de partisans. Depuis la manifestation du 21 avril qui a fait au moins de morts, l'opposition réclame place du 13 mai la destitution du président de la République malgache ainsi que la dissolution de toutes les institutions. Parti d'une contestation des nouvelles lois électorales, le mouvement mené par les députés de l'opposition s'est très rapidement focalisé sur la destitution du chef de l'État.
Et si la Haute Cour constitutionnelle a accédé à la première requête des députés en toilettant une partie des dispositions qui leur posaient problème, les textes de loi ne sont plus du tout la priorité. Les yeux sont donc pour le moment rivés sur la Haute Cour constitutionnelle malgache qui doit rendre sa décision concernant la requête en déchéance que l'opposition a déposée. La communauté internationale n'a jusqu'ici pas réussi à donner une feuille de route de sortie de crise. Les négociations n'ayant pas fonctionné, aucun consensus n'a été trouvé entre les deux camps. Et à quelques mois du scrutin présidentiel malgache, le pays semble se trouver dans l'impasse. À Moroni, aux Comores, une mobilisation pacifique vire à l'affrontement entre des manifestants et la police. Les protestataires dénoncent ce qu'ils considèrent comme des abus de pouvoir du chef de l'État comorien, Azali Assoumani. Plus de précisions à travers ce reportage. Véritable course-poursuite entre forces de l'ordre et manifestants très remontés contre le chef d'État comorien. Suspension de la Cour constitutionnelle, manifestation interdite, référendum et assignation à résidence d'un ex-président, ce sont là les principaux griefs contre Azali Assoumani. L'affaire fait des vagues dans le petit archipel pauvre de l'océan Indien. Depuis le 19 mai, l'ex-président Ahmed Abdallah Sommi, au pouvoir de 2006 à 2011, est en résidence surveillée dans sa propriété proche de la capitale, Moroni. La présidence a justifié sa décision par, je cite, les nombreuses atteintes à l'ordre public causées par ces agissements et le maintien du bon ordre social. Le couperet est tombé sur ce dernier quelques jours après son retour au pays, après une absence remarquée 6 mois durant. Furieux de cette assignation, plusieurs centaines de partisans de l'ex-président ont manifesté devant la grande mosquée de Moroni pour exiger la levée de la mesure. Après ce coup d'éclat, le chef de l'État a annoncé une réforme des institutions qui pourrait permettre plusieurs mandats présidentiels successifs. En effet, en vertu du principe atypique de la présidence tournante, tous les 5 ans entre les 3 îles qui composent l'Union des Comores, le sortant ne peut pas se représenter immédiatement pour un deuxième mandat. Mais désormais, ce sera sans doute bien possible. La réforme constitutionnelle, dont le test n'est pas encore connu, sera soumise à référendum le 29 juillet. L'opposition crie au coup d'État constitutionnel et appelle à un mouvement de protestation générale. La société civile ne cache pas non plus ses inquiétudes. Au Mali, une vingtaine de personnes, dont des civils, ont péri lors d'une attaque de présumés djihadistes ce samedi dans le nord-est du pays, près de la frontière nigérienne. Dans un premier temps, des assaillants ont attaqué un village. Ensuite, ils ont eu des accrochages avec des éléments du mouvement pour le salut de l'Azawad, signataire de l'accord pour la paix et la réconciliation et allié de la force française Barkhane dans la lutte antiterroriste. Il faut dire que cette attaque s'apparente à un règlement de compte d'après plusieurs sources. Mamoudou Gassama, le jeune Malien sans papier devenu un héros après avoir sauvé ce week-end un enfant suspendu dans le vide, a été reçu par le président Emmanuel Macron ce lundi. À l'invitation du président français, le jeune homme a raconté les circonstances de son acte de bravoure. Juste après cette rencontre, le président a annoncé que Mamoudou Gassama va être naturalisé français et intégrer les sapeurs-pompiers, ce que Gassama a accepté. Nous reviendrons sur cette actualité dans nos prochaines éditions. Toujours en France, les passagers sont à nouveau face aux difficultés causées par la grève des cheminots. La direction de la SNCF prévoit ce lundi de faire circuler 2 TGV sur 3 et 1 TER sur 2 et 2 intercités sur 5. Au 23e jour de grève contre la réforme ferroviaire, la direction de la SNCF prévoit de faire circuler ce lundi 2 TGV sur 3, un TER sur 2 et 2 intercités sur 5. Il y aura 3 transiliens sur 5 en circulation. La grève se poursuivra mardi, jour où la réforme ferroviaire arrive en discussion au Sénat, chambre haute du Parlement. Vendredi dernier, le gouvernement français a confirmé qu'il reprendrait 35 milliards d'euros de la dette de la Société nationale de chemin de fer français, l'opérateur du rail, rassurant un des plus importants syndicats qui a évoqué une possible sortie de la grève, même si les autres organisations affirment rester mobilisées.
J'avoue que je suis un peu partagée parce que d'un côté je comprends leurs réclamations, mais d'un côté c'est surtout nous qui subissons et nous on n'a rien fait par rapport à ça, donc voilà. Vous seriez en faveur d'une autre... En fait je comprends qu'on puisse être en désaccord avec ce qui se passe, etc. Cela dit, qu'on mette autant de personnes en difficulté tous les jours, c'est des millions de personnes qui prennent les transports en commun et là c'est compliqué parce que vous imaginez bien que les médecins, par exemple, quand ils sont en grève, ils ne peuvent pas se permettre de laisser l'hôpital et laisser toutes les personnes sans soins. En fait, c'est un peu le même comparatif pour moi. En fait. La grève intermittente à la Société nationale de chemin de fer français, qui a lieu 2 jours sur 5 depuis le 3 avril dernier, est estimée injustifiée par la majorité des Français, soit 58% selon un sondage IFOP publié le 20 mai dernier. Le taux de grévistes recule régulièrement parmi les cheminots qui restent malgré tout vent debout contre la réforme. Lors d'une consultation du personnel réalisée du 14 au 22 mai, 95% de noms ont été recueillis. Ce journal se poursuit. Les dirigeants sud- et nord-coréens ont tenu une rencontre surprise ce samedi en République populaire démocratique de Corée. Le but de cette réunion entre les deux hommes est de remettre sur les rails le sommet historique entre Kim Jong-un et Donald Trump après une série de troubles diplomatiques. Voici les images. L'annulation soudaine du sommet Trump-Kim par le président américain a placé en porte-à-faux la Corée du Sud, acteur central dans la remarquable détente de ces derniers mois entre Pyongyang et Washington. Les dirigeants sud- et nord-coréens Moon Jae-in et Kim Jong-un ont donc tenu une rencontre surprise samedi pour remettre sur les rails le sommet historique entre Kim Jong-un et Donald Trump après une série de troubles diplomatiques. Cette rencontre, la 4e entre les dirigeants des deux pays, toujours techniquement en guerre, s'est déroulée dans le plus grand secret. À son issue, les dirigeants des deux Corées se sont dit prêts à se revoir fréquemment, ajoutant que Kim Jong-un était déterminé à avoir un sommet avec Donald Trump en juin. Les deux dirigeants se sont entretenus durant 2 heures d'horloge dans le village de Panmunjom, où ils s'étaient déjà rencontrés le 27 avril dernier. Donald Trump avait annulé jeudi son sommet prévu à Singapour le 10 juin avec Kim. Moins de 24 heures après, il a cependant affiché son optimisme, évoquant le possible maintien du sommet après des discussions très productives avec la Corée du Nord pour que le sommet ait lieu. Samedi, sa porte-parole Sarah Sanders a adressé un autre message à la tonalité optimiste, déclarant que l'équipe de reconnaissance de la Maison-Blanche pour Singapour partira comme prévu pour se préparer si jamais le sommet devait se tenir. Et puis en Équateur, le gouvernement a annoncé que le dissident des FARC, supposé responsable de l'attaque à la voiture piégée contre la police équatorienne, blessant près de 30 personnes, a été arrêté en Colombie. Werner Valencia Malava était un dirigeant du groupe mené par Guacho et responsable du kidnapping et du meurtre d'une équipe de 3 journalistes équatoriens. Plus de précisions avec Jorge Nieto. Il est le directeur général de la police colombienne ayant conduit l'opération. On le suit. Se logra la captura muy importante de un cabecilla del grupo armado. Nous venons d'accomplir l'arrestation très importante d'un dirigeant du groupe armé résiduel mené par Gacho. C'est un exploit. Nos unités méritent d'être félicitées pour leur professionnalisme. Ce criminel, alias Wena, dirigeait la commission que Gacho a envoyée pour commettre des crimes dans le secteur de Candelilla. Ce sont eux qui ont semé la zizanie dans le milieu des professionnels des médias. Au sujet des corps des 3 journalistes tués par le groupe de Gacho, nous continuons de consacrer tous nos efforts aux recherches. Nous voulons le plus tôt possible pouvoir renvoyer les corps des journalistes tués à leurs familles. Voilà qui vient mettre un terme à cette édition que je vous remercie d'avoir suivi.